bonjour et bienvenue sur Fréquence 7 dans le journal des rencontres, en direct des rencontres des cinémas d'Europe. On est toute la semaine au studio 103 du centre Le Bourneau où on a posé nos valises et nos studios. Et aujourd'hui, Claude Schmitz est notre invité pour parler de l'autre Lawrence. Alors c'est René qui est à mes côtés, qui a vu l'autre Lawrence, qui a eu le plaisir de le voir, un grand plaisir apparemment. J'ai effectivement eu un grand plaisir à voir ce film qui est un vrai film de cinéma. On va entrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Oui. Alors, vous avez d'abord une question toute Bonjour. simple. Bonjour Claude, d'abord, oui. Vous avez choisi de tourner ce film dans les Pyrénées-Orientales. Alors, pourquoi ce choix ? Ok. Alors, pourquoi ce choix ? Parce que en fait, il y avait le film, il joue un petit peu avec des faux semblants, des choses qui ont à voir avec des récits en fait qui sont apportés en fait de tout un tas de films américains que j'ai vus en fait quand j'étais adolescent, et de films parlent un peu de l'effondrement en fait de tous ces récits-là en fait dans mon imaginaire. Et donc j'ai essayé de trouver chez nous, du côté de chez nous, enfin du coup en Europe, quoi, en fait des endroits qui soient en fait des espèces des endroits qui rappellent en fait des configurations qu'on a pu retrouver en fait dans des films américains, ou des architectures ou des topographies. Et notamment il y a cet endroit qui m'avait interpellé, qui se trouve à la frontière française et espagnole, et qui est cette zone un peu étrange, qui peut parfois faire penser un peu une sorte de fausse frontière mexicaine. Voilà. Et donc il y avait aussi il y avait un bâtiment aussi qu'on avait trouvé, qui est une réplique. Le château, là. Oui, voilà, qui est une sorte de... C'est pas une réplique, mais c'est vraiment le modèle original qui a servi en fait à faire la Maison Blanche de Washington. Donc, je peux en parler un peu après, mais il y a plusieurs comme ça lieux Qui renvoie à autre chose. Qui renvoie à autre chose, voilà, exactement. Et donc cette frontière espagnole, franco-espagnole, voilà, quelque part, quand je me suis promené là-bas, il y a des endroits où je me disais, tiens, c'est marrant, on a l'impression d'être quelque part dans cette espèce de frontière avec le Mexique. Ouais. Alors, c'est peut-être mon impression, mais il me semble que dans la première partie du film, il n'y a pas énormément de choses qui illustrent, qui montrent la région proprement dit. C'est dans la deuxième partie du film, à cause du scénario, que là, on voit vraiment la région. Ouais. Mais dans la première, les choses sont filmées de plus près, Oui. d'une certaine façon. Ben, c'est aussi que dans la première partie, donc la première partie, ça commence à Bruxelles, hein, donc on a Oui. Jade qui va venir rencontrer son oncle, qui est donc détective privé, et puis ensemble ils vont partir vers le sud, quoi. Donc effectivement, on arrive, il y a un voyage, ça commence comme une sorte de petit road movie, on va dire, et puis ils arrivent quelque part là-bas, du côté de Perpignan. On ne sait pas très bien où. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on joue sur une sorte de topographie qui en même temps est réelle et en même temps imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui sont... Enfin, moi, alors bizarrement, j'ai essayé de respecter des trajets, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les routes, en fait, elles mènent véritablement... Enfin, les routes sont correctes, quoi, je dirais, dans le film. Mais en même temps, voilà, il y a une part de fantasmatique aussi, quoi. C'est-à-dire que le film n'est pas... C'est pas un film documentaire non plus, quoi. C'est pas non plus un film réaliste au sens Non. strict du terme, bien sûr. Non. Alors, oui, justement, donc c'était ça le choix des décors dans la première partie. D'accord. Décors qui sont, effectivement, ce que je voulais dire, c'est mon sentiment, peut-être que dans cette première partie, c'est plutôt un décor tel qu'on les voit dans les films américains, des bars, des bistrots, des choses comme ça, des intérieurs. Il y a un peu de ça quand même. Oui, après, c'est quoi la première partie en fait ? Ce que j'appelle la première partie, c'est jusqu'au moment... Oh, c'est la première heure du film, au moins. Ah, la première heure, oui, d'accord. Oui. Oui, et après ça... C'est après que les PO se révèlent, en quelque sorte. Enfin, ou apparaissent davantage, quoi. Oui. En tant que tel, je veux dire. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui s'ouvre sous après la... C'est peu une exigence du scénario, peut-être. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui, en fait, je suis d'accord. Après une heure, je dirais pas que c'est la première partie, mais enfin, disons, au centre du film, il y a une sorte de pliure comme ça qui ouvre tout d'un coup sur des paysages plus vastes et Mais, plus bien sûr. fantasmatiques parfois. Et ça, c'est pas un accident, bien sûr.
Non, c'est pas vraiment un accident. Non. C'est vrai que c'était un peu pensé comme ça. Mais, parce que je voulais faire aussi un film où il y avait une sorte de... Comment dire, quelque chose qui commence... En fait, c'est un film qui n'arrête pas de muter, quelque part. On en parlera, ouais. Voilà. Donc, il commence comme une sorte de... Ça commence comme une sorte de film noir, un peu, et puis ça va vers le drame familial, et puis en fait, au fur et à mesure, on rentre dans un film qui ressemble à un mauvais film d'action américain, mais qui serait en bout de course, quoi. C'est-à-dire avec des personnages qui sont un peu trop vieux pour... Il y a une dimension parodique, Ouais. mais on va y venir. Alors, oui, j'aimerais que vous nous parliez maintenant, avant de parler de tout ce que vous venez d'évoquer rapidement, j'aimerais que vous nous parliez de la direction d'acteur, Oui. dont j'imagine qu'elle a été l'objet d'un soin tout particulier, vu sa complexité, à mon avis. Parce que les acteurs disent, par exemple, ils disent quelque chose, ils s'interrompent, puis ils reprennent. Ça suppose un sens du timing qui n'est pas évident. J'imagine que vous avez beaucoup travaillé ça. Bon, alors moi, la particularité, c'est que je viens du théâtre. Donc, pendant 20 ans, j'ai fait Enfin, je continue d'ailleurs à en faire du théâtre. Donc, je suis metteur en scène de théâtre à la base. Et donc, je pense que la particularité de... Bon, en tout cas, il y a quelque chose que j'aime faire, c'est les plans séquences. C'est-à-dire les plans où on a deux acteurs qui sont un peu livrés à eux-mêmes, alors là. Qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Et en fait, le rythme vient de l'intérieur du plan, quoi, et pas de l'extérieur. Donc, c'est pas le montage qui va... Donc, qui va rythmer la situation, la séquence, mais c'est vraiment les acteurs qui vont prendre en charge le rythme de la situation. Donc voilà, ça donne un peu ce rythme particulier. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime faire. Et par ailleurs, je travaille aussi beaucoup avec des gens qui ne sont pas acteurs professionnels. Donc par exemple, dans le film, il y a vraiment un mélange d'acteurs ou d'actrices qui sont voilà, des gens qui travaillent depuis longtemps et puis des gens qui n'avaient jamais travaillé, quoi. D'où l'importance de la direction d'acteur. Alors oui, alors, on peut discuter du mot direction parce que moi je suis pas alors j'essaie d'éviter au maximum de diriger, justement. J'essaie de plutôt donner ou alors si on veut dire que diriger c'est donner un cap, alors oui, d'accord, peut-être dans ce sens-là, mais en gros l'idée c'est plutôt vous ne fliquez pas vos acteurs. Non, pas du tout. J'aime pas ça du tout. Enfin, puis je pense que ça sert à rien. Donc, je pense qu'à un moment, l'idée, c'est plutôt d'essayer de comprendre comment effectivement une situation. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, mon travail, c'est celui d'installer une situation, de choisir les bonnes personnes, en fait, entre guillemets. Et puis après ça, en général, les choses se passent bien, quoi. Et après ça, c'est vraiment plutôt des ajustements. C'est marrant comme tu fais ça. Alors, parce que ce que vous dites nous amène à une question que j'avais prévu de poser plus tard, mais le casting. Oui. Vous avez dû préparer ça soigneusement à l'avance. Oui, ça, c'est pour les raisons que vous venez d'évoquer. Oui, ça c'est un travail important. Oui. Surtout que moi, je voulais un casting. Enfin, j'aime bien travailler avec des castings qui sont assez hétéroclites, donc avec des gens qui viennent d'horizons très différents. Ici, il y avait des acteurs espagnols, il y a des acteurs américains. Français, belge, donc ça fait quand même... Notamment dans le rôle d'un flic catalan. Un Belge, oui, exactement, ouais, bien vu, ouais. Enfin bien entendu en tout cas. Ah, c'est super. Enfin bon, il y a plein de gens qui l'aiment, mais il a un accent qui est très, très bruxellois. Ouais. Enfin voilà, il y a deux policiers il y en a un qui est joué par Rodolphe Burger et l'autre par Francis Soutens, qui est un des acteurs avec qui je travaille depuis longtemps. Et puis je m'étais dit, ok, mais pourquoi pas en fait les faire jouer des flics catalans effectivement, alors qu'en fait pas du tout, ils ne le sont pas du tout, mais de toute façon les personnages sont des personnages qui ressemblent un peu au Dupont, donc il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose de très jouissif dans votre film, c'est cette galerie de tronches. Ouais. Il y a des tronches dans ce film. Mais c'était ça un peu l'idée, en tout cas l'idée c'était de trouver des personnalités, quoi. Donc là, par exemple les bikers, c'est des bikers c'est les Hells Angels de Perpignan. Donc c'est des mecs qui n'avaient jamais joué. Donc on est arrivé à Perpignan et je cherchais des motards. Ouais. Et puis en fait, le problème, c'est qu'on tombait que sur des clubs de motards avec des gens très sympathiques, mais des gens qui sont retraités et qui font ça le week-end pour faire des tours dans la Pampa. Dans la Pampa, voilà, exactement. Et donc, c'est pas vraiment le profil qu'on cherchait, parce qu'on cherchait des gens un peu plus durs, quoi. Ouais. Et un jour, par hasard, je suis tombé dans une rue, alors je cherchais... vraiment, je ne trouvais pas, quoi, et je suis tombé par hasard sur
il y avait une moto dans une rue, on s'est perdu. Et je vois une moto, je dis tiens, arrête-toi, là, il y a quelque chose à voir. Et puis je suis tombé chez les Hells Angels. Voilà, on m'avait dit ne va pas là-bas parce c'est pas des gens fréquentables. Justement. Mais oui, mais j'avais pas cherché à les rencontrer. Et je suis tombé dessus par hasard. Et après ça, en fait, la rencontre s'est faite et c'était formidable. Parce que ce sont des gens, enfin ceux que j'ai rencontrés en tout cas, super sympas. En même temps, c'est un peu ce que les Américains appellent des baddies de western. Ouais, exactement. Mais alors ils sont marrants parce que dans le film, ils jouent alors, moi, les Hells que j'ai rencontrés sont des mecs adorables qui sont très ouverts. Très sympa. Très sympa, très ouvert. Mais ils jouent dans le film un club de bikers qui s'appelle les Perpignan Riders, donc qui n'ont rien à voir avec les Hells de Perpignan, mais qui sont plutôt de droite, quoi, on va dire. Ils sont très, très à droite. Et donc ils n'arrêtent pas de répéter qu'ici, ils sont chez eux, ils sont en France. Voilà. Ils disent ça par rapport à l'Américain qui débarque. Mais ce qui m'amusait, c'était les paradoxes, parce qu'en fait, effectivement, ils incarnent, ils sont costumés, ils ont tous les codes en fait des États-Unis, mais voilà, il y a un endroit où, mais c'est ce qu'on est tous, des êtres paradoxaux et on passe notre temps à revendiquer une identité, alors que souvent on est imprégné des autres, quoi, voilà. De leur problème à prononcer le mot cheeseburger. Voilà, cheeseburger. Et en même temps, le paradoxe très comique, c'est qu'ils chaperonnent la fille, quoi. Voilà, ouais. Ils ont ce côté-là. Et oui, parce que le film, en fait, il parle quand même, l'idée de ce film, c'est de parler de l'effondrement d'un monde, d'un monde patriarcal, un petit peu. Donc, c'est-à-dire, en fait, tous les récits, en fait, tous les archétypes, les personnages archétypaux qu'on a dans ce film sont ce sont des mecs qui sont en bout de course et qui incarnent des archétypes qui sont en train de se dissoudre. De se liquéfier. Oui, c'est la fin de ça, un peu la fin de ça, quoi. Et ça parle de ce monde-là. Et donc le personnage de Jade, en fait, cette jeune fille, cette jeune adolescente, et effectivement, elle est entourée que de mecs qui lui disent quoi faire. Et qui lui veulent son bien. Et c'est la seule jeune personne du film. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on y reviendra, ça, parce que c'est essentiel, à mon avis. Oui, alors, est-ce que oui, vous l'avez dit un peu, mais vous diriez que vous leur avez laissé une place à l'improvisation ? Oui, alors moi j'aime beaucoup ça, l'improvisation. J'ai aucun problème avec ça. Et même souvent je leur demandais plus. Alors le problème c'est que moi j'avais écrit un scénario. Parce que j'ai fait d'autres films où j'écrivais pas de scénario. Et des dialogues donc. Ouais, donc j'ai dû écrire des dialogues, ce que j'aime pas faire en fait. Je le fais parce que en fait quand il faut financer un film il faut remettre un scénario mais avec des dialogues, mais donc je le fais, mais quand j'avais dit à mes acteurs, mais surtout les dialogues ça c'est pas très important, parce que ce qui m'embête avec les dialogues c'est que j'ai l'impression de penser à la place des autres, enfin de parler à la place des autres, alors que je pense qu'ils savent mieux que, enfin je veux dire, un Hells Angels saura mieux que moi ce qu'il faut raconter sur une moto, enfin je veux dire, j'y connais rien, quoi. Donc forcément je vais être approximatif, donc je préfère que ce soit les autres qui amènent leur imaginaire. Donc souvent je leur ai proposé ça, de prendre le sens d'une scène, mais de le changer. Et il y en a qui l'ont fait de plus ou moins largement. Par exemple, les deux policiers, Rodolphe Burger et Francis Houtens, ça c'est que des scènes d'impro, quoi. Voilà. Tout est improvisé. C'est très réussi. Ouais. C'est drôle comme tout. On va. Mais donc, je me permets, parce que vous dites, je préfère laisser justement aux personnes qui savent mieux, en fait, mais que ce soit des personnes ou des personnages. Parce que là, vous prenez l'exemple de Rodolphe Berger, il n'est pas policier. Non. Donc, c'est... Oui, en fait, en gros, je trouve que les autres sont toujours plus intéressants que. Moi, je suis là pour amener une sorte de contexte, quoi. Et après, à l'intérieur de ça, voilà, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment, si je choisis les gens, c'est pour leur imaginaire, qu'ils soient acteurs, pas acteurs, en fait. C'est tout. Passons, si vous voulez, des acteurs aux personnages. Ouais. Il n'y a pas de psychologie chez ces personnages. Ouais. On a des types humains. Ouais. On a des truands à la petite semaine, des bouffons, des pères ou des figures de pères qui ne s'assument pas. Ouais. Il y a une exception, à mon sens, c'est la fille. Ouais. Elle a peut-être une personnalité, une psychologie, et elle est le personnage central. C'est vrai, ouais. C'est écrit comme ça. C'est tout à fait écrit comme ça. Parce que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Le film, c'est une sorte
c'est une fable, quoi. C'est une sorte de métaphore, une fable qui parle de l'effondrement de ce monde-là, ce monde qui était composé d'hommes, et comment cette jeune fille, en fait, qui est chaperonnée, va s'extraire, en fait, de ce monde-là. Avec difficulté. Avec difficulté. Comme une chrysalide. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça parle d'un passage. C'est une sorte de passage accéléré de l'enfance à l'âge adulte, et avec aussi une prise de conscience qu'en fait que les pères, mais au sens le plus large du terme, hein, que les pères mentent, quoi. C'est-à-dire qu'en fait les récits en fait qui nous sont livrés par les pères, qui nous ont été livrés par les pères, souvent mentent. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils charrient une vision du monde qui est fausse. Voilà. Alors c'est marrant, de ce point de vue, pour rester avec ce personnage, vous savez qu'on parle de roman d'éducation, où un personnage se fait à travers un roman. En ce sens-là, c'est un film d'éducation. Oui, c'est ça. Oui. C'est un personnage qui devient lui-même. Ou récit initiatique, peut-être. Un récit initiatique, c'est ça. Mais en fait, le film, moi, quand je l'ai imaginé, Jade, quelque part, c'est un peu moi. Donc, en fait, Madame Bovary, c'est moi, comme disait Flaubert. Voilà, c'est ça. Donc, Jade, c'est un peu moi. C'est dans le sens où... c'est-à-dire que moi, quand j'étais adolescent, toute mon adolescence, j'ai été vraiment abreuvé de films américains et avec des choses intéressantes là-dedans et des choses pas intéressantes. Et avec surtout une vision du monde qui était assez caricaturale, quoi. Avec qu'elle soit politique, qu'elle soit sur les rapports entre les hommes et les femmes, la vision des mecs, et donc c'était tous les films de... Mais quand j'étais dans des internats de garçons, et on nous montrait des films vraiment. Mais en même temps, ça fait partie de ma cinéphilie, quoi. C'est-à-dire que, en fait, quelque part, j'ai été éduqué avec ça. Mais quand je parle de mensonges des pères, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a éduqué avec des récits qui étaient qui étaient faux, quoi. C'est un monde viriliste. Voilà, c'est ça. Alors, parlons. On revient un peu au décor, mais j'aimerais surtout revenir à l'image. Il est rare, finalement, statistiquement, dans le cinéma d'aujourd'hui, de trouver un film où l'image a été aussi travaillée. Je serais tenté de parler de la plastique du film, les couleurs, la lumière, l'éclairage, la construction des plans. C'est marrant parce que vous venez du théâtre, mais vous avez un sens très, très cinématographique très fort. Je pense au parti que vous êtes arrivé de tirer de la chevelure de l'actrice, par exemple. C'est tout ça, là. Et donc, la question que j'aimerais vous poser à propos de ça est double. D'abord, j'imagine qu'il y a eu un travail préparatoire en amont du filmage qui a dû être lourd, parce qu'on n'improvise pas des plans comme ça. Et ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que derrière vous dites que vous êtes un metteur en scène de théâtre, mais vous n'avez jamais envisagé de faire de la peinture ou du dessin Écoutez, moi, je pense que vous avez bien regardé le film, en tout cas, mais j'ai fait du dessin pendant presque 20 ans, quoi, avant de faire du théâtre. Mais bon, après, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais c'est vrai que en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, et j'ai arrêté d'en faire, c'est ça qui est curieux, à partir du moment où j'ai commencé à faire du théâtre, en fait. C'est-à-dire à partir du cinéma, non, théâtre. Enfin du théâtre, quand donc j'ai fait du théâtre, du dessin de façon autonome, et un peu de peinture aussi, c'est vrai. Mais à partir du moment où j'ai commencé à faire du théâtre, au début je commençais à faire des croquis, comme si je préparais en fait les choses. Et puis je me suis dit, en fait, ça ne sert à rien. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas les storyboards, c'est pas les dessins préparatoires, c'est le vivant, quoi. C'est comment le vivant, justement, va venir contredire, en fait, justement, tous les plans. Donc j'ai arrêté de dessiner. Parce que pour le dessin, devenait quelque chose qui était comme une sorte une façon de se rassurer. Voilà. Donc après, je me suis dit, non, il faut faire confiance au réel, en fait, à ce que propose le réel. Et voilà, ça n'empêche pas qu'on peut avoir un regard, effectivement, plastique sur les choses. Et notamment pour ce film-là, effectivement, on a beaucoup discuté avec mon chef opérateur, Florian, d'abord de caméra, de qu'est-ce qu'on a utilisé comme caméra, comment est-ce qu'on allait éclairer le film. D'angle de prise de vue. D'angle, de la façon de découper le film, de la façon dont on allait... les endroits. Donc effectivement, on a fait des repérages quand même importants. Et voilà, on avait quelques références en tête, et le film
ouais, je pense qu'effectivement, on y accorde beaucoup. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'important. Voilà. Après, c'est toujours, trouver une sorte de balance entre quelque chose qui soit... Enfin voilà, l'idée n'est pas que ça devienne maniériste, parce que... Mais enfin bon, en même temps, ça veut rien dire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, oui, c'est un film maniériste, mais dans le très bon sens du terme. Donc, il y a pas de... on s'en fout, en fait. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Non, mais c'est un plaisir de cinéma, c'est un plaisir à regarder une image qui a été travaillée. Oui, c'est vrai. Il ne suffit pas de promener une caméra. Hein, je veux dire. Moi, je peux le faire aussi, mais c'est tout, quoi. Oui. OK. Alors, j'aimerais insister sur les décors, parce que tout ça, c'est lié. Et je pense à 2 plans en particulier. J'aimerais rentrer dans les détails à partir des décors, rentrer dans le film à partir des décors. Je pense à 2 plans en particulier. Ce plan au début, on voit un projecteur en extérieur, plan qui revient d'ailleurs. Il revient quand l'autre Laurent se fait tabasser. Et on pourrait aussi citer la scène où la fille fait visiter la maison à son oncle. Là. Elle lui montre une salle de billard en cours d'aménagement, mais ça ne ressemble pas à une salle de billard. Ça ressemble beaucoup plus à autre chose. Quel est pour vous, comment fonctionnent ces scènes? Qu'est-ce que vous attendiez de ces scènes? La première scène, donc avec le projecteur, c'est la scène d'ouverture du film, quoi. Hein, c'est le premier plan. C'est un plan très étrange parce qu'il est... Moi, je l'aime bien, ce plan. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on avait notre caméra, qui était nous, on travaille avec une caméra qui est une caméra du début des années 2000. Donc, on travaille avec une vieille caméra, expressément, parce que c'est une caméra qui a peu de définition. Donc, alors justement, parce qu'on s'est dit, tiens, ça part d'une idée qui est un peu théorique, mais en même temps, je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, c'est de dire moins d'informations, plus d'imagination. C'est-à-dire qu'en fait, si on donne moins à voir, le spectateur, il y a plus de place pour le spectateur. Pour qu'il se projette lui-même dedans. Voilà, c'est ça exactement. Donc on travaille pas avec du matériel, on pourrait le faire avec des caméras super HD, en 4K, je sais pas, en 8K, je sais pas combien on est actuellement, bref. Mais non, on décide de travailler avec une caméra ancienne. Et puis c'est quand même une caméra numérique, mais elle a un capteur 16 mm. Et on se rend compte que quand on bricole des choses, parce que Florian est une sorte de geek des caméras, donc il rajoute des optiques Cook des années 70, sur la caméra, etc. Il y a un flare qui apparaît, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un flare, donc c'est une sorte d'aberration, la lumière vient se diffracter sur l'optique, et on a comme une sorte de ligne de lumière qui apparaît. On peut voir dans les films de Spielberg, notamment dans les années 70, il y avait beaucoup de flares comme ça. Ils ont repris ça dans des séries comme Stranger Things, maintenant comme un truc un peu vintage. Bon, on s'est rendu compte qu'il y avait ce flare, mais que ce flare était rectangulaire. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est une caméra numérique, mais qu'en même temps il y a ces optiques et qu'il y a ce capteur 16, tout d'un coup, voilà, il y a un truc particulier qui se passe et on a des flares qui sont rectangulaires. On s'est dit, tiens, c'est marrant, ça crée un accident et on va le garder. Donc ça donne cette image un peu étrange, un peu fantomatique, avec cette lumière très particulière, et j'ai trouvé que c'était un plan qui était beau pour ouvrir le film, comme un plan un peu mystérieux, mais il est le fruit d'un accident quelque part. Et puis il revient effectivement. Il revient dans le film. Une deuxième fois. Et la salle de billard, alors là je sais pas.